Domenech, Zemmour, ça se dispute. Bienvenue, voici le sommaire. Donc aujourd'hui, les 35 heures uniformes et obligatoires n'existent plus. Pour autant, je considère qu'il n'est pas de sujet tabou. C'était le chiffon rouge de la droite pendant des années. Les 35 heures divisent aujourd'hui la majorité entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas rouvrir le débat. Alors, en parler ou pas, ça se dispute. A choisi son camp, on en parlera. 40% des Français et des Allemands estiment que l'islam est une menace pour leur pays. C'est le sondage Choc paru dans Le Monde cette semaine. Pourquoi, comment une religion devient-elle un danger en soi? C'est le débat philosophique de la semaine. C'est devenu un pèlerinage laïque, la marche dans les pas de François Mitterrand dans son fief de Jarnac, 15 ans après sa disparition. Quand on a un passé à gauche, il faut en être. Quand on veut un avenir à gauche, c'est aussi bien d'y être. Mais au fond, qu'y a-t-il à garder de la gauche des années Mitterrand? C'est la question du jour. Indignez-vous, qu'il disait. 500 000 exemplaires vendus, une rafale de motifs de s'ériger pour ou contre. Vous avez sans doute croisé le pamphlet de l'ancien résistant et diplomate Stéphane Hessel sous un sapin de Noël. Zemmour a détesté, Domenech, lui, a aimé. Bonjour. Bonjour. C'est Manuel Valls qui a commencé à gauche en mettant les pieds dans le plat, en se demandant s'il ne fallait pas déverrouiller le système des 35 heures. Ça a beaucoup fait grincer dans son camp, ça on peut l'imaginer. Et ensuite, à droite, c'est parti dans tous les sens. On va la faire courte. Copé est résolument pour, remettre à plat les 35 heures. Fillon n'est pas contre. Novelli évoque déjà les modalités de négociation branche par branche. Bertrand, ministre du Travail quand même, n'est pas du tout favorable pour briser le tabou. Et le président de la République, lui, estime qu'il n'y a pas de tabou. On y perd son latin. Il n'y a pas de sujet non plus, parce qu'il nous a expliqué, donc le président de la République, à toute révérence, bien sûr, nécessaire dans ce début d'année, nous a dit les 35 heures n'existent pas, mais il n'y a pas de sujet tabou. Donc si elles n'existent plus, les 35 heures, il n'y a pas de sujet du tout. Je veux dire, où on va? Alors, deux choses juste très rapidement, pour que Éric puisse ensuite rebondir. Un, Manuel Valls, moi j'ai fait un rêve en ce début d'année. J'imaginais que Manuel Valls, pour une fois, ferait une proposition de gauche, un truc fou. Vous voyez, par exemple, il dirait, voilà, on va limiter les salaires des grands patrons, réduire l'écart des salaires, alors que ce personnage a fait des propositions passionnantes autrefois sur la République, sur la laïcité, sur l'insécurité. Il a pu faire des propositions de gauche. Là, cette fois-ci, on a l'impression avec lui qu'il n'y a pas d'alternative au sarkozysme que Sarkozy. Donc ça, c'est le premier point. Le second, qui était passionnant, c'est qu'on a vu arriver Jean-François Copé, qui n'a pas parlé de 35 heures proprement évoqué. Il a dit quelque chose de très important qu'a contré immédiatement Nicolas Sarkozy, c'est qu'il faudrait, dans un avenir proche, ne pas travailler plus en touchant moins, c'est-à-dire en n'augmentant pas les salaires. Il a dit tout haut ce qu'il ne fallait surtout pas avancer. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a dit attention, travailler plus doit impliquer gagner plus, c'était l'engagement de sa campagne, il ne faut pas revenir là-dessus. Donc c'est ça qu'il y a derrière, c'est ça qui, au fond, Manuel Valls a ouvert la porte à une baisse des salaires dans les années qui viennent. Alors, ce qui est drôle, c'est, je ne vais pas me faire l'avocat de Valls, mais Valls a aussi parlé d'une augmentation des salaires. Il a proposé, il explique très justement que depuis des années, il n'y a pas d'augmentation de salaire et que les seules augmentations de salaire sont captées, je crois que 80% de ces augmentations depuis 10 ans sont captées par le 1% le plus élevé. Sauf que il a là une contradiction majeure, Valls, c'est que si on augmente les salaires, on enlève encore un peu de compétitivité aux entreprises dans la compétition européenne et mondiale. Surtout si, parce qu'en fait tout est parti de là, chez Longuet, chez Copé, etc. Surtout si on en profite pour se débarrasser des 25 milliards de subventions. Pour les heures supplémentaires. Non. Pour financer aussi les heures supplémentaires. Non, ça c'est 3-4 milliards. Il y a 20 milliards pour les 35 heures, pour compenser les 35 heures, et 3-4 milliards pour les heures supplémentaires. Et tout ça, les 25 milliards en tout, ont été reprofilés, comme ils disent dans leur jargon. Qu'a annoncé Pécresse, voilà, reprofilés dans leur jargon pour les bas salaires, pour aider, pour payer les cotisations sociales sur les bas salaires. Mais il n'empêche que le jeu, c'est ça. Donc les entreprises perdraient deux fois. Un, elles perdraient la suppression des subventions. Moi, je suis plutôt favorable à ça, parce que je trouve que ça nous coûte une fortune. Mais deux, elles devraient augmenter les salaires. Ce que dit Copé, tu t'en scandalises, mais c'est la seule cohérence de toute cette histoire. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord là-dessus. Là-dedans aussi. Mais bien sûr, il est là-dedans, mais il dit le contraire. Donc il est pris dans la seringue de l'adaptation au marché. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où toi, tu es pris dans ta seringue, à toi, toujours la même,
qui est, mon cher Nicolas, que si tu augmentes, si tu tu ne supprimes pas les... D'ailleurs, je précise une chose parce qu'on a oublié de le dire, mais Sarko a raison sur un point, les 35 heures généralisées et uniformisées, d'abord ça n'a jamais existé puisque les petites entreprises ne l'ont jamais connu, et en plus... Même pour les grandes qui le voudraient, parce qu'il y en a peu qui le veulent, ça peut être déverrouillé. Et c'est donc ça que dit Valls. C'est une fausse bonne idée. En tout cas, c'est une fausse rupture, parce que ça a déjà été fait par Sarko. Donc, on est d'accord là-dessus. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et je finis là-dessus, si on déverrouille, comme on dit, définitivement les 35 heures, mais avec une augmentation de salaire, de nouveau, on abîme la compétitivité des entreprises françaises, alors même que les entreprises allemandes ont verrouillé, les salaires depuis 10 ans, et que je ne te parle pas des entreprises de chinoises, indiennes et compagnie. C'est toujours la même nasse, mon cher Nicolas. Oui, Europe, mondialisation, baisse des salaires. Je ne me laisserai pas enfermer par mais c'est pas toi, c'est comme ça. Moi, je trouve totalement hallucinant qu'on focalise le débat politique sur un sujet qui n'en est pas un, en pleine crise économique et sociale. Alors qu'il y a 10 000 sujets politiques essentiels. Je peux en prendre un comme ça en passant. On était en plein les questions sur les services publics, les transports qui n'ont pas fonctionné pendant les épisodes neigeux, les pagailles. C'est un sujet politique génial. Et on s'embarque sur les 35 heures qui n'en sont pas un du tout. Je veux dire, parce qu'en plus, on sait très bien qu'en Allemagne, ils ne sont pas à 35 heures. Arrêtons cette focalisation. Ils sont à 39 heures. Je veux dire, ils sont à un niveau de... C'est pas ça la question. C'est pas la question du temps de travail. C'est quelle politique industrielle. C'est quels sont les objectifs. Quelle formation pour les Français. Moi, je ne veux pas m'enfermer là-dedans. Vous parlez beaucoup de l'exemple allemand. Un sondage cette semaine est paru dans Le Monde et c'est un sondage qui a été fait des deux côtés du Rhin sur la perception de l'islam dans nos deux sociétés. De fortes similitudes, notamment 40% des interrogés en Allemagne et en France à peu près, qui estiment que l'islam est une menace pour leur identité, 40% que les musulmans sont trop différents pour pouvoir s'intégrer et que l'islam... 67%. Trop différents pour pouvoir s'intégrer, c'est 40%. Et 67% qui ne sont pas intégrés. 67% qui n'y arriveront pas pour d'autres raisons, y compris économiques. Mais ce chiffre est impressionnant quand même. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que on n'est pas encore une fois en train de poser des questions qui sont propres à l'islam et qu'on n'arrive pas à prendre un peu de recul et à poser simplement la question de la place de la religion, quelle qu'elle soit, dans la société? Je pense pas du tout. Non, il se pose la question, il faut arrêter on en a parlé déjà ici 10 fois. Il ne se pose pas la question de la religion dans la société. Il se pose la question de l'islam dans une société laïque et dans une société française. C'est simple. Le problème, apparemment, c'est pas face à la laïcité, c'est plutôt face à deux pays de culture chrétienne. Bien sûr. C'est ça mais bien sûr. Mais tu as raison. C'est lié. Parce que tous les historiens, etc., expliquent aujourd'hui que la laïcité est sortie du christianisme, même si c'était en opposition avec lui. Donc c'est lié. L'islam, je l'ai déjà dit ici, je vais le répéter très vite, l'islam n'est pas seulement une spiritualité, une des plus grandes spiritualités du monde, elle est un code civil. C'est-à-dire qu'elle prend en charge tous les éléments de la vie en société, la vie individuelle, etc. Tout. Donc, si vous voulez, là, il y a forcément une confrontation avec le code civil napoléonien. C'est inéluctable. Alors, en plus, depuis, si vous voulez, auparavant, pendant des siècles, la société française a intégré les cultures étrangères, les étrangers plutôt, sans intégrer les cultures étrangères. C'est-à-dire qu'on demandait aux étrangers de s'assimiler à la culture française et de prendre pour elles-mêmes cette culture française. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, nous avons la théorie, il y a des gens qui refusent ce parcours initiatique, intégration, assimilation, au nom du dialogue des cultures, au nom de l'égalité des cultures, les cultures devant discuter entre elles, devant négocier, etc. Les chiffres que vous donnez prouvent, pardonnez-moi ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a une élite qui s'est convertie à ce dialogue des cultures, mais le peuple français, et apparemment le peuple allemand non plus, la refuse. C'est-à-dire que pour eux, pour les Français, ce dialogue des cultures s'apparente à une contre-colonisation, puisque dans des espaces géographiques, il se développe une autre culture que la leur. Donc c'est tout, c'est comme ça, c'est un choc de conception de l'intégration et du rapport entre les gens.
Moi, j'ai vu ce sondage sur l'Allemagne, la France, c'est la peur qu'inspire l'islam. Au fond, comme une victoire, hélas, de tous les obscurantismes qui se coalisent avec Éric Zemmour, si j'ose dire. Je vais y venir, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, au fond, de tous ceux... et je ne pense pas seulement à l'extrême droite, je pense que l'extrême gauche... 67%, c'est là, au-delà de l'extrême droite. Attends, je pense que l'extrême gauche fait chorus, au fond, elle fait le lit de Éric Zemmour et de tous ceux qui pensent que l'islam est un tout, qui serait une menace pour la République. Alors qu'il y a d'abord plusieurs pratiques de l'islam et qu'il ne faut surtout pas englober les ultras de l'islamisme avec ceux qui, au fond, pratiquent cette religion et sont parfaitement intégrés, ce qui, pour moi, est quand même l'immense majorité des musulmans qui, je vous le rappelle, dans leur plus qu'immense majorité aussi, sont français et ne sont pas étrangers. Or, tout le discours depuis des mois et des mois dont on nous a tympanisé sur le thème musulman égale immigré égale délinquance, tout ça coalisé avec les pratiques extrémistes, terroristes d'un certain nombre d'islamistes, font que, au fond, on a une vision de l'islam comme une terreur qui s'avance, qui nous ronge de l'intérieur. Et je dis que l'extrême gauche fait le jeu de Zemmour parce qu'aussi, à force de dire il n'y a pas de problème, ils font le jeu d'Éric qui dit il n'y a que des problèmes. Sauf que moi je dis il existe des problèmes, mais il ne faut surtout pas dire comme Éric, l'islam en soi est qu'un immense problème qu'on n'arrivera pas à résoudre. Moi je dis que ça pose des problèmes à la République laïque, bien évidemment, mais qu'on est assez fort pour les résoudre, on est assez fort pour les intégrer. C'est là notre débat fondamental, c'est que moi je trouve qu'Éric fait le jeu de ces extrémistes en disant aïe 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 danger, oulala, il faut sortir les Kalachnikov. C'est pas comme ça que ça se passe. Débat récurrent dans Ça se dispute. Est-ce que vous serez à Jarnac, messieurs, ce week-end? Non, vous n'allez pas. Il y aura beaucoup de monde quand même derrière l'ensemble des leaders du PS pour être dans la ville natale de François Mitterrand 15 ans après sa disparition. Que faut-il garder pour la gauche des années Mitterrand? Une pratique, une tactique, une mythologie, un corpus idéologique? C'est drôle parce que ils ont répondu à votre question. Ils gardent, eux, la conquête du pouvoir. Exactement. Parce que et la conservation. Bien sûr. Parce que c'est le seul à avoir réussi, c'est le seul, on en a déjà parlé avec Nicolas de nombreuses reprises, et ça je crois qu'on est d'accord, c'est le seul à avoir intégré la logique de la Ve République, la logique monarchiste, bonapartiste de la Ve République, c'est la seule. Et ils sont revenus depuis au charme du socialisme municipal, ils gagnent toutes les élections locales, mais parce qu'ils n'ont pas intériorisé cette logique de la Ve République. Et c'était le seul, et c'est normal parce qu'il venait de la droite. Voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il n'a réussi à conserver le pouvoir. Je dis pas à conquérir, mais à conserver le pouvoir. Nicolas a raison, que parce que il a renoncé à ce qui faisait la gauche et qu'il s'est couché devant le nouvel ordre du monde libéral et de la mondialisation. Comme il s'est couché, du coup, il a réussi à conserver le pouvoir en 1988. Donc il faut se réunir quand on est de gauche. Non, parce que non, et c'est là où le drame de la gauche, c'est là où est le drame de la gauche, c'est qu'en 88 encore, il a une majorité parmi les ouvriers de suffrage. C'est-à-dire une majorité d'ouvriers a voté encore pour lui. C'est-à-dire que le peuple, les éléments les plus populaires ne se sont pas encore rendus compte que son choix au nom de l'Europe, etc., est en train de liquider les acquis de la classe populaire française. Ils s'en sont rendus compte après et ils l'ont fait payer à ce pauvre Jospin en 2002. Non mais tout ça est vrai. Je rappellerai quand même Éric Zemmour qu'il y a eu un moment où François Mitterrand a été de gauche quand même. Faut pas le. 80. Oui, 81. J'ai dit pour la conservation. Voilà, il a quand même pris des lois sociales. C'est-à-dire qu'on balaye et le Parti socialiste. Je balaye pas. Le Parti socialiste en particulier. Et alors avec ce présupposé, pas ce présupposé. En tout cas, il faut quand même dire que la nostalgie Mitterrand ne touche pas que le Parti socialiste. C'est aussi au fond en comparaison avec la présidence qui est la nôtre aujourd'hui. C'était une autre façon de parler, une autre façon d'incarner la fonction. Sous Mitterrand, il y avait la nostalgie de Gaulle. Voilà, ça ne cesse de descendre. Voilà, donc il y a un problème de comparaison, si j'ose dire, de présidence à présidence, mais que c'est vrai que ça pose un problème spécifique à la gauche, Mitterrand, parce que au fond, sa force
fait que ce fantôme les étouffe. Ils ont été incapables de régler et de regarder, de critiquer justement cette dérive, cette complaisance, cette complicité avec le néolibéralisme de toutes ces années. Ce n'est pas une dérive, Nicolas. Ou en tout cas, c'est un renoncement, c'est une apostasie, une soumission, une défaite. On peut mais dire ce n'est ça pas comme une ça. dérive. Mais sauf que les convictions n'ont pas toujours été par rapport établies de la social-démocratie sur le marché. Je veux dire, il y a eu un moment où au fond ils ont été débordés parce qu'ils ne savaient pas quel discours opposer au néolibéralisme, je pense. Enfin, en tout cas, c'est le premier point. Le second point, si je peux me permettre quand même, cet autre coup de pied de l'âne à Éric Zemmour, mais enfin de l'âne qu'il a écouté, donc qu'il l'est un peu moins, c'est que je ne comparerais absolument pas la nostalgie de Mitterrand avec la nostalgie de Séguin, comme il a pu le faire dans un papier sur RTL, à savoir que la droite fait semblant aujourd'hui de vouloir récupérer l'héritage de Séguin, parce que c'est une opération politicienne de François Fillon et de quelques autres, le créneau est à prendre, mais il n'y a aucune nostalgie pour un personnage qu'ils ont, alors là aussi, piétiné. Absolument. Je veux dire qu'ils l'ont humilié, qu'ils l'ont réduit à rien, et que faire semblant aujourd'hui d'aller le sortir pour le mettre en avant, c'est une imposture vraiment de première. On ne dit pas le contraire, simplement l'imposture est révélatrice de ce qu'ils ont abandonné, c'est-à-dire le Mitterrand a abandonné le peuple, la gauche a abandonné le peuple et la droite a abandonné la nation. Et Séguin est le dernier héros de cette souveraineté nationale. Et d'ailleurs, son échec... Ne réduit pas Séguin quand même uniquement à la nation. C'est pas une réduction, excuse-moi. C'était un gaulliste social, il t'arrange, là, dire tu le tires à toi. Mais c'est lié, mon pauvre. C'est un débat sur Séguin. On va terminer avec un livre, pardonnez-moi. La nation et le social. On va terminer avec un livre d'un homme en colère, qui s'indigne aussi, un homme en colère. Stéphane Hessel à sa façon. Résistant, diplomate, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui s'indigne en fait qu'on ne s'indigne pas. C'est ça qui le met très en colère. Pourquoi est-ce que ça vous a touché, Nicolas ? Moi d'abord parce que, c'est quelque chose de l'ordre de la famille. Mon père était dans la résistance et il avait pour devise il faut vivre et mourir indigné. Donc j'ai trouvé dans ce personnage Hessel résistant aussi cette communauté d'âme d'une certaine façon, et j'ai toujours pensé qu'effectivement il fallait vivre et mourir indigné. J'ai repris à mon compte cette formule. Maintenant, bien évidemment, il faut savoir pourquoi être indigné. Mais j'ai trouvé très frappant, si vous voulez, il y avait les vœux en ce début d'année du président de la République d'un côté, et de l'autre les vœux de Stéphane Hessel comme président de conscience d'une certaine façon, qui venait présenter sur Mediapart, sur France Inter, etc. Cette indignation qui a un écho dans ce pays parce qu'on ne se résout pas au fond à vivre couché. Et le second point, c'est là où je suis en désaccord, mais alors radical, aussi bien avec Éric Zemmour qu'avec mon ami Claude Lascolovic, qui ont fait les mêmes critiques sur deux points de vue différents sur Stéphane Hessel, qui critique Hessel parce que Hessel se réfère au Conseil national de la résistance, qui est un texte pour moi fondateur. Et nous avons la critique de Claude Lascolovic de la gauche néolibérale qui veut s'adapter au capitalisme, ou au fond le souverainisme frileux d'Éric Zemmour qui disent quoi, c'est de la vieillerie finalement, ces trucs-là. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas aimé ? Mais parce que il est très révélateur d'une gauche qui ne sait plus que s'indigner moralement face à une réalité qu'elle ne connaît plus, qu'elle ne maîtrise plus, qu'elle n'analyse plus, et devant ce désarroi qu'elle nie. C'est très typique de l'évolution de la gauche depuis des années. Autrefois, la gauche tenait compte des réalités, elle était marxiste. Elle avait des défauts, elle était dogmatique, mais au moins, elle tenait compte des vraies réalités. Aujourd'hui, c'est de l'indignation morale, c'est du moralisme en permanence, c'est une histoire de curé. Donc c'est typique de ce qu'est devenu la gauche. On a compris. Je terminerai par, comme le faisait l'un des brillants prédécesseurs de cette émission, par une citation. Il faut espérer, toujours espérer. Stéphane Hessel. Bonne journée.